à l'heure où le commerce mondial s'effectue essentiellement par voie maritime, où de nouveaux Eldorado océaniques émergent comme l'Arctique, où les marines des pays émergents se renforcent en développant un petit peu leur flotte, il nous a semblé opportun de consacrer donc un dossier de notre revue à cette thématique afin de couvrir un petit peu tous ces enjeux, d'autant plus que malgré leur importance stratégique qui est reconnue par tous, toute la littérature autour des ports et du commerce et de la nécessité de contrôler certaines voies d'approvisionnement, et notamment maritimes, voilà, même si ces aspects stratégiques des mers et océans sont connus de tous, on a parfois tendance un petit peu à les négliger. Et donc voilà, il nous a semblé intéressant de consacrer un dossier de la revue à l'ensemble de ces questions, d'autant plus effectivement que ces espaces, malgré le fait que leur caractère stratégique soit reconnu, restent quand même encore assez méconnus au final, que ce soit en termes de ressources, de biodiversité, d'hydrocarbures, etc. Donc restent assez méconnus au final. Les atouts de la France, ils sont principalement axés autour de l'immensité de son domaine maritime. La France donc dispose du deuxième domaine maritime mondial, plus de 11 millions de kilomètres carrés. Et ce qui nous a intéressé, c'est que souvent la France a tendance à se cacher derrière ce chiffre, qui est effectivement assez imposant, du fait de son territoire outre-mer, etc. Et elle a tendance un petit peu à se contenter d'évoquer ce chiffre pour revendiquer son rang de puissance maritime. Or, il n'est pas suffisant, c'est pas parce qu'on a un espace maritime important qu'on est forcément une puissance maritime. Et c'est là aussi qu'on a voulu faire intervenir des responsables politiques français, donc à travers les articles d'Édouard Philippe, donc maire du Havre, de Jean-Luc Mélenchon, député européen, et donc de Frédéric Cuvillier qui vient juste de quitter ses fonctions de ministre des Transports, de la Pêche et de la Mer. Et voilà, donc on avait envie de leur donner un petit peu la parole pour qu'ils puissent développer un petit peu une vision maritime de la France qui est malheureusement souvent en deçà des capacités de notre pays. Les problématiques maritimes doivent être pensées comme un avantage dont doit profiter notre pays. Et voilà, il nous semblait que c'était parfois des choses qui passaient un petit peu au second plan, alors qu'au contraire, nous devrions les utiliser à bon escient. La géo-ingénierie ou ingénierie climatique, c'est donc la science qui souhaite apporter des réponses technologiques au changement climatique. Elle s'appuie principalement sur deux options, hein. C'est soit donc réduire l'exposition de la Terre au rayonnement solaire, ou alors, on va dire, retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc ces deux options sont les principales comment dire, réfléchies, explorées. Il y a d'autres options assez étranges, comme par exemple des gens qui réfléchissent à élargir le rayon de l'orbite terrestre pour l'éloigner du Soleil, ce qui peut paraître assez saugrenu. Mais en tout cas, les deux pistes que j'évoquais à l'instant sont évoquées, et l'idée c'est donc effectivement d'apporter une réponse technique à ce problème du changement climatique, sachant que la cause, enfin nous n'en sommes plus à en discuter, mais la cause principale est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis en gros la révolution industrielle. Alors les dangers de cette technique, ils viennent de plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est qu'effectivement, c'est des technologies, je vais parler un peu de la mer puisque c'est quand même le thème du dossier, par exemple la technologie, ce qu'on appelle l'ensemencement des océans, qui vise à répandre des particules ferreuses pour permettre au phytoplancton, qui est un organisme qui capte du CO2, de proliférer. Donc cette technologie n'a pas du tout prouvé son efficacité, bien au contraire. Et le problème, c'est qu'on a donc à la fois un déficit de preuves d'efficacité de la technique, on a un déficit de contrôle des expérimentations qui sont menées au niveau international, sachant que c'est quand même très compliqué de contrôler et de quadriller l'ensemble de l'étendue des océans. Voilà, on a un problème donc de cadre à la fois juridique, une nécessité d'encadrer ces expérimentations, et une interrogation profonde sur leur capacité à répondre aux problèmes posés, et plus encore à aggraver le problème que l'on étudie. Personne aujourd'hui n'est capable d'évaluer les répercussions que pourraient avoir de multiples expérimentations de ce type à l'échelle du climat de la Terre. Donc c'est là qu'on passe un peu des risques climatiques aux risques géopolitiques, sachant qu'effectivement aujourd'hui on le voit à chaque conférence des parties lors de la CNUC, donc annuellement la conférence des parties sur le changement climatique. On sait que la plupart du temps les pays qui sont faiblement émetteurs, donc les pays en développement et les pays les moins avancés, ont souvent l'habitude de reprocher aux pays émergents et aux pays développés
d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Et à travers cette piste de la géo-ingénierie, ces pays pourraient continuer à émettre des gaz à effet de serre parce qu'ils pourraient préserver ainsi leur modèle de développement qui est fondé donc sur la consommation des ressources fossiles, principale source des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on pourrait craindre que dans un contexte un petit peu tendu, notamment entre des pays qui entretiennent déjà des différends sur divers aspects, que si jamais, prenons l'exemple de l'Inde, par exemple, si l'Inde décidait pour défendre sa croissance de développer ce genre de technologie, et que le Bangladesh, qui est quand même souvent la proie des intempéries et des épisodes climatiques extrêmes, voilà, peut-être que ce type de pays pourrait reprocher aux grands pays qui expérimentent ces technologies le fait d'être frappés par des cyclones, etc. Et voilà, dans certains contextes un petit peu chrysogènes, ça pourrait être un élément qui ferait basculer une situation. Donc c'est essentiellement là à ces risques, essentiellement à ces risques que l'on s'intéresse. Et effectivement, bon, les études sur ce sujet n'en sont qu'à leur balbutiement. Mais voilà, ça reste des préoccupations à avoir en tête, notamment dans la perspective de la conférence, 21e conférence du non, la COP 21 qui se tiendra à Paris d'ici l'année prochaine et qui aura à charge d'arriver à un accord global juridiquement contraignant.